l'actualité. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Mickaël Dorian. Il est 16h33, c'est On marche sur la tête en direct jusqu'à 18h avec Sarah Salman, Jules Torres, Vincent Roy. On est toujours en ligne aussi avec Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID. Et puis on continue de parler de cette prise d'otage à la prison d'Arles qui s'est terminée. Le preneur d'otage s'est rendu. On va retrouver Stéphane Burgat qui est le correspondant européen à Arles et qui a suivi cette prise d'otage. Stéphane, le préfet et le... Alors attendez. Le procureur de la République et le préfet se sont exprimés, Stéphane, à l'instant. Qu'est-ce qui s'est dit précisément concernant cette prise d'otage ? Alors déjà des nouvelles, c'est important, des personnels qui ont été retenus en otage pendant près de 5 heures. Ils sont sains et saufs, c'est le plus important ce soir. Physiquement, ils vont bien, même s'il y a une cellule médicale qui est mise en place. On imagine et on comprend bien le choc qui ont été pour eux, pour cette longue détention de près de 5 heures. On le rappelle maintenant, le déroulé de cette prise d'otage. Alors même s'il reste assez prudent sur les informations qu'ils nous ont livrées, mais on peut déjà, avec les infos qui ont été recueillies par le service police-justice d'Europe 1, aller un petit peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure par le préfet, le procureur. En fait, cet homme qui a 37 ans, qui est origine du royaume de Guyana, aurait provoqué une bagarre. Il était blessé à la main et il s'est fait admettre sous ce prétexte à l'infirmerie. Il l'aurait caché sous des bandages, en fait des poinçons qu'il aurait confectionné lui-même, pour mettre en place cette prise d'otage. Une fois cette prise d'otage en cours, il aurait tenu des propos particulièrement incohérents. On nous parle d'exigence de voir le Premier ministre notamment, et cette exigence surtout bien de changer de centre pénitentiaire. Cet homme était connu pour des faits de violence, apparemment dans cette centrale d'Arles, mais aussi apparemment dans d'autres lieux de détention. Il était connu pour ces faits de violence. Un doute sur le profil psychiatrique. Le procureur était un peu plus prudent. Oui, il était suivi, mais il ne parle pas d'un diagnostic psychotique, de choses comme ça. Donc il y avait un peu plus de prudence sur ces mots-là de la part du procureur. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il ne pouvait prétendre à un aménagement de peine dans les 2 ans qui viennent. On rappelle qu'il était emprisonné pour une peine de 18 ans pour viol aggravé. Merci beaucoup Stéphane Burgat, correspondant européen à Arles. Et ce que nous disait aussi Jessie Zagari tout à l'heure, qui était en ligne avec nous, délégué national représentant du syndicat Force Ouvrière Justice à Arles, qui nous expliquait que cet individu avait fait l'objet de signalements, en tous les cas du personnel pénitentiaire de l'établissement de Arles, notamment en ce qui concerne son comportement et son profil psychiatrique, et que il n'avait, en tous les cas, il n'avait pas été entendu puisque cet individu était toujours incarcéré. Jules Torres, ça vous fait réagir ? Ça me rappelle ce qu'il s'est passé il y a 2 ans. Souvenez-vous, c'est dans cette même prison de Arles qu'a été tué, assassiné, même on peut le dire, Yvan Colonna. Oui. Et ça nous montre qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette prison. Déjà, on se souvient qu'il y avait eu un rapport des services de la direction générale des services pénitentiaires qui avait pointé des dysfonctionnements sur la manque de formation des agents pénitentiaires, le manque de formation notamment sur la surveillance vidéo. On se souvient que le tueur d'Yvan Colonna avait passé, je crois, une quinzaine de minutes sans surveillance, et c'est pour cela qu'il a pu tuer Yvan Colonna. Et ça suivait d'ailleurs un certain nombre de signalements de l'administration pénitentiaire sur les dangers, parce que cette prison d'Arles comporte, on l'a dit, les pires criminels de France. Bien souvent, ils sont soit condamnés à de la perpétuité, en tout cas à des peines de prison avec une période de sûreté. Donc c'est les pires criminels de France. Donc on voit bien qu'il y a dans cette prison un vrai problème, sachant que Sarah l'a bien dit, il n'y a pas de surpopulation carcérale dans cette prison d'Arles. Donc le sujet, c'est pas tant la question des moyens, c'est pas tant la question de la surpopulation, c'est la question de oui ou non, est-ce qu'on écoute ce que nous disent les agents pénitentiaires aujourd'hui. Il y a des dysfonctionnements dans nos prisons françaises, et pas seulement dans celles qui sont où il y a une surpopulation carcérale. Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, toujours avec nous. Alors on le disait, ça s'est plutôt bien terminé puisque le preneur d'otage s'est rendu. Ce sont les dernières informations qu'on a. Dans ce type d'événement, dans ce type de prise d'otage, Jean-Michel, on a affaire, on le disait, à des personnes parfois instables, avec un profil psychiatrique particulier. On imagine que ça peut aussi rapidement dégénérer, et j'imagine que les hommes du RAID sont formés justement à ce type de situation.
Oui, bien évidemment. Alors, vous me dites, on a affaire quelquefois à des profils psychiatriques un peu particuliers. Je dirais, on a affaire tout le temps à des profils un peu particuliers, puisque les gens qui sont enfermés là, et surtout sur ces centres-là, ils sont pas enfermés pour rien. C'est la pire. Ils ont fait des choses horribles, et psychologiquement, déjà, quand ils ont fait ces méfaits-là, c'est pas très stable, et c'est pas la prison qui va les stabiliser dans ce domaine-là. Ça, il faut pas avoir d'illusions là-dessus. Alors effectivement, pour répondre tout à fait à votre question, les effectifs du RAID ont ces formations-là. Le RAID travaille en univers carcéral, s'entraîne en univers carcéral et travaille énormément là-dessus. Donc priorité donnée dans ces cas-là à la négociation, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez derrière le négociateur toute la colonne d'assaut qui est présente, et en particulier elle interviendra si on doit donner un assaut d'urgence si la situation se détériore assez rapidement. La manière de faire, c'est ça, c'est de prendre ses précautions pour pouvoir intervenir très très vite. Et là, on a besoin des surveillants pénitentiaires pour nous ouvrir les portes assez rapidement. Donc intervenir très très vite si la situation se détériore, et si elle se détériore pas, si elle est calmée, laisser le temps aux négociateurs de prendre tout le temps nécessaire pour arriver à une reddition. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1 dans On marche sur la tête. 01 80 20 39 21. Vous continuez de nous appeler bien sûr pour réagir, et puis pour réagir également à cette affaire. C'était une information Europe 1 ce matin. L'influenceur algérien Zazou Youssef, suivi par plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux, a été interpellé à Brest. C'était donc tôt ce matin. Il avait appelé à plusieurs reprises à commettre des attentats en France dans des publications sur les réseaux sociaux, et selon une source proche du dossier, l'homme en situation irrégulière fait l'objet d'une OQTF. Alors on va en parler avec Jean-Baptiste Marty qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste du service police-justice d'Europe 1. C'est vous qui avez sorti donc cette affaire ce matin. Quel est le profil d'abord de cet individu ? Alors on sait que c'est un homme qui est âgé de 25 ans, né en Algérie, à Mostaganem, dans le nord de l'Algérie, pas loin d'Alger en fait. Il est sous OQTF depuis le 16 avril 2024, et c'est un homme connu de la justice parce qu'il a participé en fait aux émeutes suite à l'affaire Naël, et il avait notamment incendié un tennis club, le tennis club de Brest. Voilà, donc il avait été condamné en décembre 2023 à 12 ans de prison ferme, mais il avait fait appel, et donc c'est pour ça qu'il était laissé pour libre pour le moment. Et il était sous OQTF donc depuis combien de temps ? Ça faisait à peu près 8 mois, depuis le 16 avril 2024. Depuis le 16 avril 2024, il était frappé d'une obligation de frapper le territoire. Il n'avait pas été arrêté depuis, donc d'où le fait qu'il était libre. Sarah Salman ? Oui, de toute façon, les OQTF, globalement, ne sont pas exécutés. On en a à peu près 7% qui sont exécutés. On a vu que, par exemple, dans un autre dossier, il n'y avait pas de place en centre de rétention administrative, et donc on relâchait les individus. C'était l'affaire de la pharmacie à Ivry. Donc une OQTF pas exécutée, moi je m'interroge... Enfin, ce qui m'interpelle, c'est quand elles sont exécutées, malheureusement. C'est-à-dire que c'est plus une OQTF, c'est une invitation à quitter le territoire français. Mais vous avez raison, 7% d'OQTF exécutés, alors que le président de la République... il avait dit 100% en 2019, et j'ai appris qu'il y en avait 3,5% des 7% qui étaient en Outre-mer. Donc en fait, il y en a 3,5% en métropole. C'est ça, c'est François Bayrou qui l'a annoncé lors de son déplacement à Mayotte. On a un Premier ministre honnête, en tous les cas. Oui, je crois que depuis 2012, c'est 1 million d'OQTF qui n'ont pas été exécutés. Je sais pas si vous... Est-ce que ça a encore du sens de délivrer des OQTF à ce stade ? Et d'autant plus qu'ensuite, là on en parlera, mais avec l'Algérie, on n'est pas du tout à 7% d'OQTF, on est plus à 0,4% d'OQTF. Surtout qu'on a un président de la République qui s'était engagé à exécuter. Déjà, on se demande comment est-ce qu'on peut... Mais déjà, l'objectif n'était pas réalisable. C'est ça, mais déjà on se demande comment on peut tenir de tels propos et comment on peut faire de telles promesses, en fait, puisque le président de la République avait dit mais il a fait une promesse, mais 100% des OQTF on était, je sais pas, à 10-12 en 2019, on aurait pu passer à 20. Là, on est passé à 7. Il y a le Covid. Bon. Ouais, d'accord. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, ça va 2 minutes. C'est bon. On les connaît, les excuses. Bon, est-ce qu'on sait pourquoi il n'était pas en centre de rétention administrative, Jean-Baptiste ? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place. Voilà. Évidemment. Donc, je ne sais pas pourquoi je pose la question. Oui, c'est vrai. Non, ceci étant dit, pourquoi je pose la question ? Ceci étant dit, la question de Sarah vaut, dans ce cas-là, comme dans bien d'autres, pourquoi est-ce qu'on continue
à dispenser des OQTF, puisque elles ne sont pas exécutées. Non, mais vous vous rendez compte, on s'est dit déjà 7%, ça nous paraissait dérisoire. Non, mais ça sert à rien. Et en fait, on a appris grâce à François Bayrou, parce que finalement, François Bayrou dit ce que les autres n'osaient pas dire, que la moitié de ces 7% étaient des OQTF exécutés à Mayotte et en Guyane, et que donc, forcément, l'autre moitié en France métropolitaine. Donc c'est assez dingue. Donc ça ne sert plus à rien. Puis alors après, avec effectivement, vous le disiez à l'instant, avec les recours possibles, les types sont là, ils continuent leurs exactions, d'appeler sur les réseaux sociaux à des attentats. Enfin, je veux dire, en même temps, il n'y a pas de sanction, donc c'est une invitation à recommencer. Il n'y a pas de sanction jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à préciser donc qu'il n'était pas dans un CRA parce qu'il n'avait pas été interpellé depuis cette OQTF, donc depuis le 16 avril dernier. Il faut aussi rappeler que c'est quelqu'un qui vivait sous pseudonyme, donc on le connaît sous le nom de Zazou Youssef sur les réseaux sociaux, mais son vrai prénom c'est Youssef Aziria, et il s'amusait en fait à créer différents comptes TikTok pour brouiller un peu les pistes, donc difficile aussi de contrôler son identité. Et qu'est-ce qu'il fait sur ces... Parce qu'il est suivi par combien de personnes? 400 000 personnes. Il était suivi par 400 000 personnes, je mets bien au passé, parce que son compte a été supprimé il y a 2 jours, sur demande donc du ministère de l'Intérieur. Donc 400 000 personnes, c'est quand même, ça touche un large public, surtout que c'est des vidéos dans lesquelles il appelait à tuer des gens, il appelait à violer, il y avait des attentats antisémites également. C'est fou. Et cette personne n'a absolument rien à faire, évidemment, puisque la personne est frappée d'une obligation de quitter le territoire et publie ce genre de messages sur les réseaux sociaux. C'est une manière de remercier la France de l'avoir accueilli. Absolument. C'est la gratitude. C'est la gratitude. Jean-Christophe Rouy est avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonjour Jean-Christophe, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour à tous et bonne année. Merci, meilleurs vœux également, Jean-Christophe. D'abord, est-ce que vous savez comment s'est passée cette interpellation ce matin, Jean-Christophe, concernant Zazou Youssef ? Oui, c'est les collègues de la BRI 44 de Nantes, et ainsi que des collègues du RAID de l'antenne de Brest qui sont intervenus à 6h du matin pour le déloger. En fait, il avait déjà logé, il savait qu'il était chez un ami à lui, une personne qui a été identifiée, des techniques d'enquête qui permettent d'identifier des personnes. Et du coup, il s'en allait au petit matin, comme on fait souvent, parce que les heures légales nous le permettent, d'arriver, d'apporter le petit déjeuner à ces gens-là. Oui, parce qu'il y a des heures où on peut pas, c'est ça, il y a des heures où on peut pas interpeller. Il y a des heures, oui, c'est entre 21h et 6h du matin normalement, sauf pour certains cas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas, pourquoi est-ce qu'il y a des heures c'est la loi. Ça c'est le code de procédure pénale. C'est pour pas les réveiller, c'est pour éviter de les réveiller en pleine nuit. Non, mais ça fait partie des droits en fait. C'est par rapport aux droits fondamentaux. Parce qu'il faut respecter le nombre d'heures de sommeil. Le temps de sommeil. Non, c'est pas présenté comme ça. C'est Santé publique France. Non, c'est le respect de la dignité de la personne humaine plutôt. Voilà. Oui. C'est la loi qui veut ça, et donc du coup, c'est pour ça que souvent c'est le matin à 6h qu'on intervient chez les gens, parce que c'est légal, c'est des heures légales d'intervention, et donc on arrive, et là il y a une colonne BRI et du RAID qui est rentrée dans l'appartement. Ça s'est bien passé a priori, mais bon, c'est vrai que le réveil, quand vous avez mes collègues bien harnachés, équipés, qui viennent vous réveiller, ça vous fait un choc, et puis ma foi, tant mieux. Et d'ailleurs, tant mieux qu'on puisse les interpeller comme ça. Pourquoi est-ce que le RAID est intervenu également ? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a fait appel au RAID ? En fait, c'est quand même des personnes qui appellent à commettre des attentats et qui tiennent des propos, où ils appellent au meurtre, etc. Et on ne sait pas qui on va trouver à l'intérieur. Donc du coup, on prend toutes les précautions nécessaires. Et c'est les copains de la PJ qui ont demandé à avoir une intervention de la BRI et du RAID. Ils étaient deux ce matin. C'est un principe de précaution. Il a coopéré facilement ? Oui, encore une fois, je vous dis, quand vous arrivez le matin au réveil, que vous avez une douzaine de colosses qui arrivent, avec des armes de poing, et puis on sait faire, quoi. On a la surprise avec nous. Vous, en principe, vous luttez pas trop. C'est assez impressionnant, et c'est fait aussi pour ça, pour fixer la scène, et donc interpeller très rapidement. Il est actuellement en garde à vue, Jean-Christophe. Que va-t-il se passer ensuite ?
Ah bah là, écoutez, là il est en garde à vue. Maintenant, c'est le parquet qui va décider de l'opportunité des poursuites. Je pense qu'il y a quand même quelques billes pour pouvoir l'emmener devant un tribunal. Surtout, ce qui nous choque nous, effectivement. Alors, je vous ai écouté, mais nous, en tant que policiers, on est encore plus écœurés, parce que quand une personne a eu une OQTF, une obligation à quitter le territoire, c'est que les services de police avant avaient bien fonctionné. C'est que la personne avait déjà été interpellée, et donc elle aurait dû effectivement partir d'elle-même dès le mois d'avril. Or, on sait très bien dans les faits que ce sont en fait, on leur donne des laissez-passer parce que du coup, maintenant, une OQTF, elle est valable 3 ans. Et quand il y a un autre contrôle et que la personne a une OQTF, si elle n'est pas recherchée pour avoir commis des délits, on laisse passer. Jean-Christophe, vous dites que vous êtes écœuré, mais franchement, entre nous, est-ce que ça vous choque ? Malheureusement, nous, ça fait des années qu'on vit dedans, dans ce système. Le système, c'est l'absurdie, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est censée ne pas être sur le territoire, qui n'a rien à faire chez nous, qui n'est même pas originaire de la France, qui se permet d'ouvrir des comptes, d'appeler à commettre des attentats, à violer des gens, à tuer des gens, mais c'est exactement ça. En plus, qui est en impunité totale, puisqu'il est tranquillement sur le territoire français, et que si derrière il n'y a pas un signalement féroce avec on sait bien que c'était tout de suite un dossier qui a été pris par le ministère et par le cabinet, et donc du coup ça fait accélérer les choses. C'est complètement sinon, ça. Des gens comme ça peut traîner des mois et des années. L'émission s'appelle On marche sur la tête, elle aurait pu s'appeler aussi Bienvenue en absurdie. Voilà, c'est exactement ça, Jean-Christophe. Oui. On a Isabelle aussi qui est en ligne avec nous, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1. Bonjour Isabelle. Bonjour et puis bonne année à tout le monde. Bonjour. Merci, bonne année à vous. Bonne année. Vous êtes... Sarah, c'est... juste une petite question. Sarah, c'est bien la jeune fille blonde avocate qui passe par face. Voilà, je vous ai vu avec monsieur maître Gilles William Goldnadel. Vous avez beaucoup de répondants. C'est bien elle. Je vous confirme, c'est bien elle. Oui, elle a. Oui, c'est bien moi, c'est bien moi. J'adore Gilles William, vous savez. Vous avez beaucoup de répondants. Vous trouvez ? Pas... Ah oui, elle se laisse pas. Ah ouais. Non. Oui. J'étais assez surprise. Ouais, voilà. C'est une parenthèse. Vous habitez où, Isabelle ? Merci, Isabelle. Moi, j'habite. Alors, je vous en prie. Moi, j'habite Angers. Donc, j'habite Angers, voilà. Et vous souhaitiez réagir à cette histoire ? Je vais vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? OQTF, moi, ça veut dire obligation de rester sur le territoire. Ah oui. Voilà. On va inverser un petit peu les choses. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais mettre une autre chose en parallèle qui va peut-être paraître un petit peu absurde, mais je la mets quand même en parallèle. Les OQTF restent sur le territoire, pendant que des gens se font tuer et risquent leur vie, donc la police. J'en connais un petit peu un rayon là-dessus. Et puis à côté, excusez-moi, mais vous avez C8 qui par l'ARCOM, qui est indépendant, qui elle va fermer alors qu'elle dit des choses judicieuses et drôles. Bon, voilà, déjà c'est deux faits que je mets en opposition. Qui m'interpelle énormément sur le droit de liberté et du mouvement, du déplacement et de la parole. Vous avez raison. Voilà. Alors évidemment, ce sont deux sujets qui n'ont absolument rien à voir, mais je comprends effectivement ce que vous... Oui, mais voilà, c'est ce que je veux dire au niveau du fond politique et de la... Voilà. Maintenant, je pense que c'est terrible. Je sais pas quoi faire parce que la police n'a pas les moyens. Écoutez, moi, je suis écœurée. Déjà, voilà, Sarah va me comprendre. Quand j'ai vu que l'an dernier, on donnait... l'aide juridictionnelle gratuite pour des migrants ou l'aide juridictionnelle totale aux personnes en situation irrégulière. Alors que justement, dans la loi de 91, il fallait être en situation régulière. Et le Conseil constitutionnel a estimé qu'il fallait l'ouvrir à tout le monde. Voilà. Alors, je vais vous dire, Sarah, je suis petite fille de magistrat. Ancien magistrat, parce que mon grand-père est mort en 97. Voilà, il a travaillé à la chancellerie, il était au pénal. Et je vous assure qu'à l'époque, moi je parlais avec lui, la magistrature c'était pas celle qu'on a maintenant. C'était du ferme, c'était droit, moi j'ai été élevée là-dedans. Voilà, et tout va à valo. Voilà. Moi, dans la ville où j'habite, je vois, parce que j'entendais l'autre personne, excusez-moi, qui parlait sur les trafics. Moi, j'ai connu le trafic de drogue, d'armes. Je ne dirais pas dans quelle région j'étais à l'époque, pour pas embêter les gens qui vivent dans ces cités-là. C'était en 96, monsieur. J'ai vu la police se faire tabasser. J'ai vu les pompiers se faire tabasser. En 96, les informations ne remontaient pas. Rien ne passait dans les journaux. Vous comprenez, quand vous travaillez dans la police, vous avez des consignes du ministère en vous disant « surtout ça, vous n'en parlez pas, ça sort pas ». Voilà. Et en 96, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir et maintenant c'est étendu sur tout le territoire. Tout est dit.
Ah oui, non mais aujourd'hui, non mais quand on le dit régulièrement sur nos antennes, quand on dit qu'aujourd'hui, il y avait des quartiers finalement dans lesquels on savait que c'était des quartiers. On disait que c'était des îlotiers. On a fait partie des îlotiers. Même des gens des cités disaient surtout ne partez pas, on a besoin de vous. Non mais bien sûr, aujourd'hui, aujourd'hui tout se passe partout et tout, voilà. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on en est rendu au QT, excusez-moi, ça fait au QTS. Donc ça va dans le même sens. Hein. C'est la porte ouverte à tout. Je comprends. Isabelle, est-ce que vous voulez rester avec nous pour on continue à parler de ce sujet bien sûr dans un instant, Isabelle. Oui, il y a pas de souci. On va remercier Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité. Merci Jean-Christophe. Merci à vous et puis bonne continuation, mais je pense qu'on va vite se revoir parce que les sujets vont vite s'enfiler. 2025, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à 2024. Voilà. Et malheureusement, Jean-Christophe, on est très heureux de vous voir évidemment, que ce soit à la radio ou sur les plateaux de télé, mais on préférerait vous voir dans d'autres circonstances. Merci à vous Jean-Christophe. Merci, au revoir. Au revoir. Jean-Baptiste Marty, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose à cette affaire ? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je souhaitais préciser que ce matin, lors de l'interpellation, il y a eu un deuxième homme qui était présent, donc lui aussi interpellé. C'était quelqu'un, donc Youssef Zazou Youssef, qui n'avait pas de domicile fixe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vivait à droite, à gauche, chez ses amis, d'où le fait que ça a été un peu compliqué cette interpellation. Les policiers de la BRI et du RAID ont mis 24 heures en fait à le retrouver. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On va parler d'une autre affaire. Je vais vous donner la parole dans quelques secondes, Jules. Juste pour vous rappeler, on en avait parlé sur notre antenne la semaine dernière. Alors je ne sais plus qui était là la semaine dernière. Moi, forcément. Sarah, vous étiez avec nous forcément. Vous vous souvenez certainement de ce braquage d'une pharmacie à Ivry-sur-Seine par deux Algériens sous OQTF. Et ils avaient été relâchés. Vous vous souvenez, mais ils ont recommencé pour faute de place justement. Ils ont recommencé. Ils ont récidivé avec un vol à la roulotte. Absolument. C'est même ils ont effectivement récidivé la nuit de mercredi à jeudi dans le Val-de-Marne. Juste à côté d'Ivry, ville dans laquelle ils n'avaient pas le droit de se rendre. Donc ils respectent les choses, ils sont allés juste à côté. Ils sont allés à Thiers. À côté. Vers 2h du matin, les cambrioleurs ont vandalisé un taxi stationné dans la rue. Ils l'ont fouillé intégralement à l'intérieur. Ils se sont emparés d'un téléphone portable avant d'être interpellés en flagrant délit par la police. Une comparution immédiate a lieu. Une comparution immédiate a lieu aujourd'hui. Vincent. Non, mais c'est vraiment une photographie à l'instant T de la situation à propos des OQTF. On ne peut plus les placer puisqu'il n'y a plus de place. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a le classement sans suite. Alors qu'on les prend en flag et qu'ils avouent, mais bien entendu, on les relâche. Il n'y a pas de place en CRA, en centre de rétention administrative. Il y a pas de... et on leur dit pas Ivry recommence à côté. Bon, c'était pour vous chauffer, les amis. On va en parler dans un instant de cette affaire. Voilà, restez bien avec nous. On va marquer une courte pause, mais juste avant, notez bien, le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo était victime d'un effroyable attentat terroriste. Et bien pour Europe 1, Philippe Val, ancien directeur du journal satirique, raconte avec les archives d'Europe 1 et des témoignages saisissants, comme celui du journaliste Laurent Léger, rescapé de l'attentat. Le tireur a tiré partout dans le tas, quoi. À part Charb, non, il a demandé nullement l'identité des uns et des autres. Il a juste tiré. Au cœur de l'actu, il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo, le nouveau podcast de la rédaction d'Europe 1. Tous les épisodes sont disponibles dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Restez avec nous, 16h56, on marche sur la tête, on revient dans un instant. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.